Ouzou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes économiste, vous êtes l'auteur, entre autres, de Homo Sanitas, un de vos derniers livres, c'était sur l'épidémie, c'est chez XO Éditions. Vous avez publié le week-end dernier une tribune dans le JDD avec d'autres intellectuels, économistes ou non d'ailleurs, Raphaël Enthoven, Olivier Babot, Philippe Moreau-Chevrolet, Jacques Delplat, etc., pour appeler à voter Macron, pour appeler à voter contre Le Pen. Est-ce que ce n'est pas sortir de votre rôle ? Ah non, mais moi j'ai toujours considéré que j'étais économiste, mais que j'étais aussi un libéral, donc je joue sur les deux tableaux, pour ainsi dire, si vous voulez. Donc, libéral économie, libéral Tocqueville aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire que le libéralisme est une doctrine philosophique qui n'est pas qu'économique. Et en fait, je suis économiste parce que ça me permet de comprendre le monde, ça me permet de faire des propositions, mais ça me permet de les mettre au service de la liberté. Donc j'assume parfaitement, si vous voulez, le fait de ne pas être simplement un économiste, mais d'avoir aussi un agenda entre guillemets politique. Hein. Pas politique au sens électoral, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas pas aujourd'hui. Mais je suis un libéral et je défends ces idées libérales. C'est la raison pour laquelle, avec quelques amis, en effet, on a publié cet appel. Il y a une corrélation entre les valeurs politiques défendues dans un pays, choisies par le peuple dans un pays, et ses performances économiques ? Ah oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu économiste aussi. C'est que très clairement, la question de la liberté d'entreprendre, liberté de penser, liberté de chercher, surtout dans une période comme aujourd'hui, qui est marquée par une révolution industrielle, ce sont des facteurs de croissance économique, de dynamisme. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle je me suis fortement engagé dans cette campagne de l'entre-deux tours, c'est pour des raisons, je dirais, philosophiques et politiques, on pourra y revenir, mais aussi quand même avant tout pour des raisons économiques. C'est-à-dire que je pense que le programme de Marine Le Pen fait courir des risques économiques et sociaux, notamment justement parce que il diminuerait cette attractivité de la France, il consisterait à renfermer un peu la France sur elle-même. Le programme de Marine Le Pen est protectionniste, dans une large mesure. Elle veut revenir sur la libre circulation des marchandises, sur la libre circulation des personnes. Et ça, je pense que c'est pas bon pour l'économie de notre pays. Et pourtant, il y a des pays où on a l'impression que le choix du souverainisme, du repli, de l'égoïsme a parfois donné des performances économiques. Je pense au Japon des grandes années, par exemple. Non, mais je pense qu'il faut pas confondre l'intervention de l'État, l'intervention ponctuelle pour réaliser certains objectifs, et une doctrine générale qui serait une doctrine protectionniste et nationaliste. Quand on regarde l'histoire, le nationalisme, pardonnez-moi de le dire aussi brutalement, mais n'a jamais rien produit d'autre que du malheur. C'est la raison pour laquelle je le refuse de toutes mes forces. En revanche, qu'il y ait des interventions de l'État, qu'il y ait par exemple des politiques industrielles pour encourager la recherche, pour encourager les coopérations entre le public et le privé, qui est par exemple de la commande publique. On pourra rentrer dans certains exemples concrets si ça vous intéresse, dans le domaine spatial par exemple, qui est plus de commandes publiques au niveau européen. Ça, j'y suis absolument favorable. Alors le choix du pouvoir d'achat comme thème principal a profité électoralement à Marine Le Pen. Oui. Aujourd'hui, la relance de la consommation, c'est incontournable comme politique ? Non, en fait, quand on regarde notre pays, il souffre avant tout de problèmes de compétitivité. Alors ça se voit très simplement, on a un déficit commercial qui est très important. Déficit commercial, alors je vais pas faire de cours de macroéconomie, mais ça veut dire fondamentalement que en France, au niveau global, on dépense plus que ce qu'on produit. Et donc, si on mène une politique axée sur la relance de la consommation, on va accroître en fait le déficit commercial. Donc, je pense que du point de vue macroéconomique, très schématiquement, il faut renforcer l'investissement, la productivité des entreprises, la recherche, etc. Et en revanche, la question du pouvoir d'achat, il faut l'aborder sous l'angle social. C'est ça, c'est-à-dire que il y a dans notre pays des gens qui travaillent 40 heures par semaine, parfois plus, et qui, à la fin du mois, ne peuvent pas se payer un restaurant, ou qui, au moment des grandes vacances, ne peuvent pas se payer une semaine de vacances. Alors comment on les aide ? Et ça, c'est absolument épouvantable, si vous voulez. Alors, il faut les aider en ayant un véritable plan d'augmentation des salaires, mais d'augmentation durable des salaires. Et ça se fait par la formation, par l'investissement dans les entreprises, par le fait que on donne aux gens la capacité à changer de job. Vous voyez, ça, c'est très important. Il est très bien documenté que dans une vie, les augmentations de salaire, ça se fait au moment où on change de métier. Et donc, il faut aider les gens à ça. Si en revanche, vous mettez en place des micro-mesures gadgets, je prends un exemple très concret qui est dans l'actualité. Marine Le Pen propose d'amener la TVA sur les produits de première nécessité. 5,5. J'allais vous poser la question. Elle est à 5,5, elle propose de l'amener à 0. Elle propose de l'amener à 5,5 quand elle est à 20. Quand elle est à 20, exactement. Et à 0 quand elle est à 5. Sur les produits alimentaires, on est à 5, donc on l'amènerait à 0. Je passe sur le fait que c'est pas autorisé au point de vue européen, mais je laisse même ça de côté. Ça voudrait dire qu'en fait, on apporterait, nous on a fait les calculs dans mon cabinet, on apporterait en moyenne à chaque ménage français 13 euros.
Vous voyez, donc on va pas mener une très grande politique pour apporter 13 € à tous les ménages. Mais c'est du 13 absurde, euros. Ce sont pas de bonnes politiques. C'est du 13 € tout de suite. Oui, mais il vaut Vos mieux... politiques sont à long terme, là, la formation, la mobilité Vous avez salariale. raison. C'est la raison pour laquelle je pense que dès cet été, si le président de la République est réélu, ce que je souhaite, il faut vraiment un choc d'aide sociale qui passe, par exemple, par des chèques alimentaires. Moi, je pense que les gens les plus fragiles dans notre pays, il faut les aider, mais les aider, c'est à eux qu'il faut donner de l'argent, c'est pas à vous ni à moi, sauf le respect que je vous dois. Et donc, il faut donner des chèques alimentaires aux gens qui en ont besoin, et là, ce sera pas 13 €, ce sera plus. Donc, vous voyez, il faut, dans ma conception, vraiment les deux, c'est-à-dire un plan pour augmenter les salaires à moyen terme, et puis les gens qui en ont besoin, les aider tout de suite, mais dès cet été. La nationalisation des autoroutes, est-ce que c'est un bon calcul pour rendre aux Français leur propriété et faire baisser les péages? Alors ça coûtera cher déjà. Donc avant de rendre la propriété, il faudra prendre de l'argent sur le budget de l'État. Ça se négociera avec des avocats, ça coûtera très cher, 15, 20, 25 milliards d'euros. Mais surtout, j'avoue ne pas bien voir l'intérêt, parce que si je lis bien le programme de Marine Le Pen, et je crois que je l'ai bien lu, en réalité, elle explique que elle remboursera le rachat des sociétés d'autoroutes par le versement des dividendes. C'est-à-dire, et pour que les sociétés d'autoroutes puissent verser des dividendes, faut qu'elle laisse les péages à des niveaux élevés. Et donc, si je lis le programme de Marine Le Pen, on va nationaliser les autoroutes et on laissera le niveau des péages à un niveau élevé. Vous voyez, tout ça est quand même pas très rigoureux. Sur la pandémie, vous dites de Marine Le Pen, anti-européenne, elle n'aurait jamais pu favoriser l'émergence d'un plan de sauvetage de l'économie à l'échelle de l'Union, ce qu'on a fait pendant la Covid. L'Europe alternative de Marine Le Pen, vous n'y croyez pas? Il y a l'Italie de Salvini qui pourrait venir plus tard. Il y a la Hongrie, il y a la Pologne, la Tchéquie. Il y a une Europe alternative. Pour moi, c'est le principal problème de son programme, et ça devrait être, je trouve, le principal débat. Alors, je rêve un peu parce qu'en France, on parle pas beaucoup d'Europe, mais ça devrait être le principal débat de l'entre-deux tours. Il me semble que on n'a jamais eu autant besoin de renforcer les coopérations européennes qu'aujourd'hui. Je vais vous donner là encore un exemple très concret. La guerre en Ukraine signifie qu'on va sans doute vers un rétrécissement de la mondialisation, parce que évidemment, on va essayer, j'espère le plus rapidement, de se passer par exemple des hydrocarbures russes, mais en fait, la mondialisation de ces 10-15 prochaines années, c'est une mondialisation qui va se faire entre pays qui sont amis, entre lesquels il n'y a pas de risque de conflit. Ça veut dire qu'on a tout intérêt à renforcer nos échanges et renforcer nos coopérations à l'intérieur de l'Union européenne. De la même façon que pour être plus autonome en matière d'énergie, il faut plus de coopération. Pour être plus autonome en matière de souveraineté industrielle ou en matière d'innovation, on a besoin par exemple, de lever davantage de capitaux au niveau européen. Et donc, tout ce qui va à l'encontre de l'Europe, en réalité, va contre l'indépendance de la France. Oui, c'est ça ce que je veux montrer. Et ça passe forcément par l'Allemagne, on peut pas se passer d'Allemagne? Je vous le dis de façon mais très concrète, nos partenaires allemands, on a parfois des difficultés avec ce partenaire, on va dire que nous allons très vite, peut-être parfois trop vite, eux vont lentement, peut-être parfois trop lentement, mais l'Europe, concrètement, ne fonctionne pas autrement que par l'impulsion du couple franco-allemand. Et j'en ai parlé, Christophe Barbier, comme vous, avec tous les gens qui ont été en charge de ces dossiers, président de la République, Premier ministre, ministre des Affaires européennes, beaucoup arrivent avec cette idée selon laquelle on va essayer de passer un peu outre le couple franco-allemand, puis au bout d'un an de pouvoir, la réalité revient. Marine Le Pen explique que les sanctions économiques contre la Russie de Poutine, c'est le mauvais choix, parce que ce sont les entreprises françaises et les consommateurs français qui finissent par en payer le prix. Est-ce qu'elle n'a pas économiquement raison, au moins à moyen terme? Oui, elle a économiquement raison, mais en réalité, tout dépend du coût qu'on veut donner à nos valeurs et à notre sécurité. Il est évident, moi par exemple, je suis favorable au boycott du gaz russe par l'Union européenne, mais il est évident que ça a un coût, parce que ce gaz russe, il faudra l'acheter ailleurs, plus cher, ce sera du gaz liquéfié américain, parce qu'il faudra électrifier un certain nombre de choses, et que l'électricité va aussi coûter de plus en plus cher, donc ça aura un coût. Faut pas mentir là-dessus, bien évidemment. C'est le prix de notre liberté, de la démocratie. Mais ce coût, c'est le prix de nos libertés, puis attendez, c'est le prix de notre sécurité, parce que quand même, la Russie nous menace. Pas aujourd'hui directement, mais elle peut nous menacer, donc il faut bien qu'on se protège contre la Russie. Sur Emmanuel Macron, vous écrivez, bien sûr, il portera la responsabilité d'une dette publique sans précédent. Il nous a collé un boulet un peu trop gros? En fait, alors moi j'ai jamais été un macroniste fanatique, je suis pas un militant si vous voulez. Moi j'ai beaucoup défendu la politique du quoi qu'il en coûte. Je pense que ce qui a été fait par Bruno Le Maire, les équipes de Bercy pendant la crise a été absolument remarquable. Fallait sauver les entreprises. Oui, vraiment remarquable et bien pensé, bien exécuté. Mais en revanche, je critique avant cette crise le fait que on n'ait pas eu de réflexion vraiment approfondie et puis pas de mesures sur la réforme de l'État, qui à mon avis est un grand sujet. Et d'ailleurs, je ne me permettrai pas de donner des conseils politiques,
politique, mais je pense que s'il y a une espèce de deal politique qui peut se jouer entre la droite et Emmanuel Macron, ça peut être là-dessus, en fait, parce que il n'y a pas grand-chose dans le programme d'Emmanuel Macron sur la réforme de l'État. Vous avez des gens à droite qui ont des idées extrêmement précises. Quelqu'un comme David Lisnard, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus, sur la débureaucratisation aussi. Et là, je pense qu'il peut y avoir des compléments entre les deux programmes qui sont bons pour le pays. Quelle est la bonne réforme des retraites pour vous? 65 ans, 62 ans, un autre système? Non, je pense qu'il faut y aller, il faut augmenter progressivement. Alors franchement, 64, 65... Vous savez, les Français partent déjà en retraite à 63 ans et demi à peu près, hein, c'est l'âge médian. Bon, on voit bien de toute façon qu'il faut retarder, mais en donnant aux gens la possibilité d'être de plus en plus libres, en fait, par rapport de racheter des trimestres, retraites. Voilà, mais exactement. Donc c'est ça. Après, je veux dire... puisque vous avez rappelé tout à l'heure très gentiment que je travaillais aussi sur les questions de santé, on va vers une augmentation de l'espérance de vie. Ça veut dire qu'en fait, de plus en plus, l'écart d'âge de départ en retraite entre les gens va augmenter. Entre un ouvrier du bâtiment qui fait un métier très dur avec une espérance de vie, et c'est très injuste, courte, et un professeur d'université, c'est clair que l'écart d'âge de départ en retraite va progresser. Un dernier mot sur l'affaire des cabinets de conseil. Vous-même, vous faites du conseil. Est-ce qu'on a eu tort de faire travailler les gros cabinets, McKinsey et autres? Non. Alors en France, on fait très peu appel aux cabinets de conseil. Hein. Vous savez, ça représente beaucoup moins, rapporté à la masse salariale de la fonction publique, ça représente beaucoup moins que l'Allemagne ou l'Autriche. Après, je pense que l'État est un mauvais acheteur en règle générale. Et alors, vous me forcez à terminer sur une note de publicité pour moi, ce qui est tout à fait honteux. Mais peut-être que l'État ne fait pas toujours appel aux bons cabinets de conseil. Voilà. Mais en fait, c'est pas circonscrit à la question du conseil. C'est que l'État a un peu de mal à acheter, mais que l'État fasse appel de temps en temps à des cabinets d'études et de conseil, ça me paraît absolument normal. Nicolas Bouzou, merci. Bonne journée. Merci à vous.